Bienvenue dans la semaine de l'écho. Si elles ont reculé au cours de l'histoire, les inégalités de droit, d'éducation, de propriété, de revenus, de genre, de race n'ont pas disparu et le combat pour y parvenir est loin d'être gagné. De l'héritage esclavagiste et colonial de l'Occident aux acquis de la Révolution française, en passant par la dérégulation financière, la marche vers l'égalité est un long processus semé d'embûches. Pour en parler, je reçois l'économiste Thomas Piketty, auteur d'une brève histoire de l'égalité aux éditions du Seuil. Thomas Piketty, bonjour. Bonjour. Alors, ce nouveau livre reprend bon nombre de vos travaux sur l'évolution de la répartition des richesses, mais dans un format, disons-le, plus court, 350 pages. C'est important pour vous de faire passer ces idées à 7 mois de l'élection présidentielle ? Oui, et même indépendamment de l'élection présidentielle. Oui, 350 pages, mais c'est un format de poche, hein, vous avez remarqué. C'est-à-dire que si on l'avait mis dans le même format normal que les livres précédents, ça ferait à peine 150 pages. Donc oui, c'est beaucoup plus court, ça se lit en quelques heures, en une journée, mettons. Une journée. Une journée, mais voilà, en t'y mettant sur une semaine, une heure par jour, on l'a lu. Et oui, c'est important pour moi parce que c'est vrai que mes livres précédents étaient très longs, trop longs peut-être, 1000 pages. J'ai écrit 3 livres de 1000 pages sur l'histoire des inégalités des 20 dernières années. Et il y a un moment, c'est vrai que beaucoup de lecteurs, de lectrices m'ont dit, bon voilà, c'est super ce que tu fais, mais nous on aimerait bien le montrer à nos amis, à notre famille, et on va pas leur faire lire 1000 pages. Donc voilà, pour moi c'était vraiment important d'essayer de faire quelque chose qui soit beaucoup plus accessible. Et en même temps, ce livre c'est quand même plus que ça, parce que c'est vrai qu'en essayant d'être plus bref, je pense que ça m'a permis de clarifier beaucoup de choses, et en particulier ça me permet de développer, comme vous l'avez bien dit, cette vision d'une marche vers l'égalité. C'est un livre optimiste. Je pense qu'on en a besoin dans les temps qui courent, parce que dans le long terme, et je veux vraiment insister là-dessus, et c'est les données historiques qu'on a rassemblées, parce que c'est d'abord un livre d'histoire qui présente les résultats de tout un programme international de recherche mêlant des dizaines de chercheurs. Vous savez, les sociétés humaines s'intéressent à leurs inégalités depuis toujours. Ça fait récemment qu'elle collecte des données historiques, mais s'y intéresse depuis toujours. C'est-à-dire que la question des écarts, quel est le bon écart de revenus entre les riches et les pauvres, on en parlait sous la Grèce antique, on en parlait sous l'Antiquité, on en parlait au Moyen-Âge. Mais pendant très longtemps, on ne savait pas rassembler des sources historiques permettant de comparer ces différentes sociétés entre elles. Et la nouveauté de ce livre et de ce programme de recherche, c'est de rassembler toutes ces données historiques avec effectivement des résultats qui sont plutôt dans le long terme une marche vers l'égalité. Et avec des propositions extrêmement concrètes. Oui. Pour combattre les inégalités, mieux vaut comprendre les mécanismes qui les fondent, dites-vous. C'est un message éminemment politique. On se souvient qu'en 2017, vous aviez soutenu le candidat socialiste Benoît Hamon. Oui, mais quel candidat soutiendrez-vous en 2022 ? C'est la question là, que tout le monde se pose. Non, c'est la question que vous posez. Mais moi, là, j'ai créé un livre d'histoire. J'ai créé un livre d'histoire. Donc, si on prend une perspective un peu plus vaste que juste les élections qui viennent, on va en parler, pas de problème, mais juste quand même, là l'histoire que je décris dans cette brève histoire de l'égalité, c'est une marche vers l'égalité, mais une marche vers l'égalité qui, effectivement, comme vous venez de le dire, passe par des combats politiques. Et des combats politiques qui débutent, en gros, à la fin du XVIIIe siècle. Il y a deux événements majeurs sur lesquels j'insiste, qui sont la Révolution française d'un côté et la révolte des esclaves à Saint-Domingue d'autre part. Et ces deux événements, qui sont intimement liés, marquent toutes les deux, à leur façon, le début de la fin des sociétés de privilèges d'un côté et puis des sociétés coloniales et esclavagistes de l'autre. Mais on voit bien sur ces deux terrains, pour en revenir au temps présent, qu'on n'est pas arrivé au bout du film. C'est-à-dire que, oui, il y a eu une marche vers l'égalité, mais d'une part, des privilèges, il y en a toujours, c'est-à-dire des privilèges de l'argent en politique, du fait que des financements des campagnes, des think tanks, des médias vont permettre à certaines personnes d'avoir beaucoup plus d'influence, de participation que d'autres. On est très loin d'un système vraiment d'égalité de participation politique. Et puis, alors, sur la question des inégalités raciales, des inégalités nord-sud, des inégalités de discrimination, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en est très loin. Vous le dites, d'ailleurs, votre point de départ, il date d'il y a un peu plus de 200 ans, la Révolution française, la révolte des esclaves de Saint-Domingue, c'est relativement récent dans une histoire économique, vous le dites, marquée par la surexploitation des richesses naturelles, humaines, de la domination militaire, coloniale. L'égalité, c'est quoi ? C'est une parenthèse, un accident dans l'histoire de l'humanité ? Sauf que c'est un accident qui avance depuis plus de 2 siècles. Donc justement, moi, je vois les choses de façon plus optimiste que ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une demande de justice
sociale, une demande d'égalité liée aux origines, des inégalités de genre, des inégalités de race, indépendamment des origines de chacun, qui est une demande extrêmement puissante. C'est un mouvement qui vient de loin et qui passe, après, qui s'exprime dans des révoltes, dans des révolutions. Et il y en aura d'autres. Si vous voulez, la révolte fiscale qu'il y avait en début de quinquennat sur les gilets jaunes, c'est une forme de révolte fiscale face à une mesure qui était perçue comme très injuste, et que moi je considère qu'elle était très injuste, qui était la taxe carbone telle qu'elle était conçue à l'époque. Et donc, mais qui n'a pas débouché nécessairement sur un nouveau système. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est ça aussi, une des leçons d'ailleurs du livre, c'est de dire que les révoltes, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire, les rapports de force sont absolument centraux pour produire le changement historique. Mais ensuite, il faut un débouché institutionnel, c'est-à-dire il faut des propositions alternatives. Donc là, en l'occurrence, le mouvement a obtenu la suppression de la taxe carbone, mais il n'a pas porté une autre façon de financer la transition énergétique, de réduire les inégalités. Et donc, c'est pour ça que l'histoire est importante. C'est-à-dire que moi, en revenant dans l'histoire, j'essaye de montrer quelles sont les institutions et les règles sur le plan légal, sur le plan fiscal, sur le plan électoral, social, éducatif, qui ont permis d'avancer vraiment vers l'égalité. Et je pense que c'est en se repenchant sur ces trajectoires historiques, parce qu'il y a beaucoup de surprises. Par exemple, je prends juste un exemple. Les États-Unis, qu'on voit aujourd'hui comme un pays très inégalitaire, pendant une très grande partie de leur histoire, de 1930 à 1980... On va le voir précisément. On va le voir, on avait un taux supérieur d'imposition de plus de 80%. Non seulement ça n'a pas tué le capitalisme états-unien, on s'en serait rendu compte, mais c'était même la période en fait de prospérité maximale. C'est-à-dire que les États-Unis vraiment avaient une prospérité, une productivité beaucoup plus élevée que les autres pays. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient très en avance sur l'éducation. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on l'oublie parfois en France ou dans le monde aujourd'hui, mais dans les années 50, les États-Unis, c'est un pays où 90% d'une classe d'âge va au lycée. Alors qu'en France, en Allemagne, au Japon, à l'époque, c'est 20-30%. Il faut attendre les années 80-90 pour qu'on arrive au même niveau. Ce qui d'ailleurs a permis aussi le rattrapage en termes de productivité. Donc, pour résumer, lorsqu'on compare ces différentes sociétés dans l'histoire, leur niveau d'inégalité, leur niveau de prospérité, leur niveau d'éducation, de taxation, la conclusion générale, c'est que la prospérité, en fait, vient de l'égalité. C'est-à-dire que la prospérité ne vient pas d'une course-poursuite vers toujours plus d'inégalité. Mais c'est vrai que des taux de 80-90% de taxation sur les plus hauts revenus, ça semble bien loin aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça que l'histoire est importante, parce qu'on n'a rien d'autre que l'histoire, vous savez, pour se guider pour l'avenir. Parce que si on refuse de regarder ces expériences historiques et de faire leur bilan serein, qu'est-ce qui nous reste pour savoir ? Après, chacun arrive avec son opinion, avec sa perception. Bon, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Moi, je présente beaucoup d'éléments historiques. Je ne demande pas à chacun de me croire sur parole, je demande juste quand même de donner un peu une chance à l'analyse historique, c'est-à-dire de regarder les faits qui sont rassemblés dans ce travail, qui lui-même est une synthèse de recherche historique qui a impliqué des dizaines et des dizaines de chercheurs. Et ce que j'avance, c'est que sur la base des éléments historiques dont on dispose, cette expérience rooseveltienne, disons, de taxation à 80-90% des très hauts revenus, a été un grand succès historique. C'est-à-dire non seulement n'a pas tué la productivité états-unienne, mais même a accompagné aussi la montée en puissance d'un système social, d'un plus grand consentement social et fiscal à l'impôt, permettant de financer plus d'investissements éducatifs, plus d'investissements en santé, même si le système aux États-Unis est resté, pour plein de raisons liées au passé racial, aux inégalités raciales aux États-Unis, est resté un peu au milieu du gué et a été moins ambitieux par certains côtés qu'en Europe. Néanmoins, ça a accompagné cette marche vers la prospérité, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et cette marche a eu une fin dans les années 80, vous le dites aussi, où ces taux d'imposition sont repartis à la baisse. C'est la faute à la libéralisation des capitaux ? Oui, qui elle-même était une stratégie politique pour mettre fin à la progressivité. Donc les deux sont très liés, effectivement. Mais je voudrais quand même dire que depuis les années 80, tout n'a pas été de mal en pire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects de l'égalité où la marche en avant vers l'égalité, en fait, a continué. Vous prenez les inégalités de genre, les choses ne sont pas formidables aujourd'hui, mais elles étaient pires dans les années 80. Les inégalités en termes de discrimination raciale, de possibilité de cohabiter dans des mêmes communautés politiques avec des origines très différentes. Bon, c'est pas que la situation soit formidable aujourd'hui, mais dans les années 80 ou 70 ou 60, où on sortait à peine des empires coloniaux, où, vous savez, au début des années 90, il y avait encore l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Donc, on vient de très loin. Je veux dire que donc la marche vers l'égalité, on peut dire, bah oui, heureusement, vu d'où on part, mais c'est quand même important, et de voir qu'elle a quand même continué dans les années 80. Alors, sur le plan financier, sur le plan des inégalités monétaires,
c'est vrai que la libéralisation des flux de capitaux, qui d'ailleurs a été imposée aussi aux pays du Sud, qui pour certains en ont souffert encore bien plus que les pays du Nord. Vous dites d'ailleurs, c'est les principales victimes. C'est les principales victimes. À vrai dire, tout le monde est victime. C'est-à-dire que c'est un système qui, de facto, a permis le séparatisme fiscal des plus riches, parce qu'en fait, on crée un système légal où vous pouvez vous enrichir dans un pays en utilisant, pour finir, les infrastructures du pays, le système éducatif du public, son système de santé, etc. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur un bouton, transférer les actifs accumulés dans une autre juridiction sans que rien n'ait été prévu pour pouvoir vous suivre et pour pouvoir vous mettre à contribution en fonction quand même de votre enrichissement. Vous parlez de séparatisme fiscal et de nouveaux privilèges. Oui, pour moi, disons, on n'ose plus aujourd'hui organiser la société avec les privilèges de la noblesse du XVIIIe siècle ou avec le suffrage censitaire du XIXe siècle, ou très explicitement, d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle, par exemple en Suède, jusqu'en 1910, les plus riches avaient jusqu'à 100 droits de vote. Les personnes un peu moins riches avaient 1 droit de vote, puis ceux pauvres avaient 0 droit de vote. Les femmes, évidemment, ne votaient pas. Bon, les choses étaient claires. Aujourd'hui, les plus riches aimeraient peut-être avoir le même système. Vous savez, en Suède, jusqu'en 1910, même les entreprises avaient le droit de voter dans les élections municipales, en fonction de leur capital investi dans la commune. Les multinationales, aujourd'hui, aimeraient bien imposer ça en Afrique ou en France ou partout. Elles ne peuvent pas. Mais elles trouvent d'autres moyens, parfois, à travers le financement des campagnes politiques ou à travers la libre circulation des capitaux sans aucune régulation, pour obtenir de facto un pouvoir quasi censitaire. C'est-à-dire que, évidemment, une fois que vous avez mis en place ce système légal extrêmement sophistiqué permettant d'échapper en toute légalité à l'impôt, vous allez avoir des gouvernants qui vont dire « Ah bah c'est ballot, on ne sait plus où sont passés les plus riches, on va être obligé de taxer les classes moyennes et les classes populaires qui, elles, sont immobiles. » Ça tombe bien, sauf qu'à un moment, les classes immobiles se révoltent, elles aussi. C'est-à-dire disent « Écoutez, c'est sympa votre mondialisation, là, mais il va falloir revoir un peu les choses. » On en reparlera précisément dans la deuxième partie de cette émission, juste après le journal. Restez avec nous sur France 24. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com. France 24 en español. Pasa 24 horas de difusión diaria. 24 horas para informarse de toda la actualidad de América Latina y el mundo. Todos los días desde el terreno a través de nuestros noticieros y programas hablamos con los dirigentes del continente y también de los que hacen la actualidad política, económica, artística y cultural para ofrecerles una información completa del mundo que confronta todos los puntos de vista. Nuestras redacciones en América Latina y en Francia trabajan en estrecha colaboración para estar siempre presente en todos los eventos importantes y proponerles una mirada diferente. France 24 en español, ahora todo el día. Liberté, égalité, actualité.